Alors, le premier use case, c'est les newsletters pour générer du trafic. Alors, j'ai fait un superbe schéma, comme vous verrez là. En fait, l'idée, c'est que c'est un convertisseur, le newsletter. En fait, ça convertit une base de contacts en trafic. Donc, c'est presque un flux physique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on a une base, hop, on va envoyer une newsletter et ça va faire revenir des gens chez nous. Alors, ça présente pas mal d'avantages. Le premier, c'est l'indépendance. Quand on a sa propre base de contacts, bah, on va venir générer du trafic de manière totalement indépendante de nos amis les GAFA. La seule dépendance qu'on va avoir quand on fait de la newsletter, c'est de pouvoir passer en fait, les filtres anti-spam et gérer sa délivrabilité. Mais ça, c'est des choses beaucoup plus gérables que les changements d'algorithme, les questions de SEO, les questions de réseaux sociaux, etc. L'autre avantage, c'est que c'est assez prédictible. En fait, à partir du moment où on commence à lancer une newsletter, on va avoir des performances. Et en fait, les performances elles vont rester assez constantes au fil du temps. Donc c'est vraiment un trafic qui va venir de manière alimenter, de manière tout à fait stable, son site et ses applications. Et c'est finalement assez peu cher. Donc, pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, c'est de l'acquisition qui est quasi gratuite. En fait, ce qu'on a à payer, effectivement, c'est en général un logiciel capable d'envoyer des newsletters, mais ce n'est pas parmi les logiciels les plus coûteux du marché. Dernier avantage, ce trafic en fait, qu'on va générer avec les newsletters, c'est un trafic qui a une meilleure qualité qu'un trafic qui va venir des réseaux sociaux, des moteurs de recherche. C'est un trafic où on va avoir en fait, des visites qui vont être plus longues et donc du coup plus de pages vues et donc un trafic qui va aussi être enclin à plus pouvoir aller s'abonner par derrière. Alors, ça, c'est un objectif que je cite souvent. C'est sur en fait, quelle part du trafic on peut s'attendre à générer quand on fait de la newsletter pour générer du trafic. Alors là, j'ai mis des espèces d'objectifs. Et le cas est assez différent pour les médias B2B que pour les médias B2C. Pour les médias B2C, donc les médias grand public, moi, un objectif que j'aime bien donner, c'est 5% du trafic qui provient des newsletters. C'est assez rare. Nous, on l'a vu de manière... en général, ce qu'on voit, c'est plutôt entre 1 et 3%. Donc vous voyez, c'est assez faible. Mais je pense qu'on peut pousser le bouchon pour vraiment aller sécuriser 5% de son trafic en provenance des newsletters, pour avoir ce trafic de qualité, ce trafic indépendant. Pour les médias B2B, alors là, le use case est un peu différent. C'est que très souvent, enfin, assez régulièrement, moi j'ai pu constater que pour les médias B2B, la newsletter, ça va vraiment être le centre principal de génération de trafic. Donc c'est vraiment, on va envoyer des emails à des professionnels sur leur boîte professionnelle. Dans un contexte, on va leur apporter de la connaissance professionnelle. Et ça va générer beaucoup de trafic entrant en provenance de newsletter. Donc l'objectif que j'aime bien donner, c'est 15%. Vas-y. Ah oui. Donc, ces newsletters pour générer du trafic, quel format on doit leur donner? Donc, le but principal, c'est de générer du clic. Donc, il faut vraiment faire en sorte que quand on ouvre la newsletter, la personne elle va assez rapidement cliquer quelque part pour venir sur le site ou sur l'application. Donc, pour générer du clic, il y a plein d'astuces, mais bon, voilà, il faut mettre des titres courts, des call to action. Plutôt mettre plutôt beaucoup de contenu, je vais vous expliquer après pourquoi, et faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'opportunités pour que les personnes reviennent sur le site. Et ce format, il est largement automatisable. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, on va proposer des listes d'articles, et ces articles, on n'est pas là pour raconter exactement ce qu'il y a dans l'article, on est là pour que la personne elle revienne sur le site justement pour lire l'article. Donc c'est vraiment des newsletters qu'on peut largement automatiser. Et je vais vous montrer un peu quelques modes d'automatisation possibles. Donc, nous, ça fait une douzaine d'années qu'on travaille à automatiser les newsletters. Donc, on sait maintenant quelle est la manière la plus nulle d'automatiser une newsletter et la manière la meilleure. La plus nulle, attention, c'est de proposer une automatisation avec des contenus dans l'ordre antéchronologique. Donc, c'est le plus récent en premier. Tac, 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 puis on fait dans cet ordre-là. Alors, nous, quand on a commencé à travailler sur automatiser les newsletters de manière plus intelligente que ça,
dès que notre prospect ou notre client nous disait oui, nous, notre newsletter est automatisé comme ça, on était sûr de l'éclater en termes de performance. Voilà, c'est vraiment une manière qui est vraiment pas très intéressante de proposer des contenus. Stéphane, juste pour être sûr, tout le monde comprend le concept automatisation de newsletter? Oui? Qui ne comprend pas, pas de problème, on l'explique. Hein. Très bien. C'est sans intervention humaine, hein, c'est que ça part directement depuis des flux. Ensuite, ce qu'on voit souvent, c'est automatisation par... alors les gens ils appellent ça flash de homepage. Globalement, cette newsletter elle va reprendre exactement l'ordre de contenu qu'il y a sur la home. Alors souvent on fait ça via des flux RSS, voilà, pour faire transiter cette information. C'est un peu mieux que l'antéchronologique. Ça présente un avantage quand même certain, c'est qu'en fait ça va refléter quand même des choix éditoriaux. C'est-à-dire que si la homepage elle est managée par des journalistes ou des éditeurs, ces choix éditoriaux ils vont se retrouver dans la newsletter aussi. Donc c'est pas inintéressant, mais en termes de performance, c'est quand même moins bien que voilà, les plus populaires. Donc là on met les plus populaires, qu'est-ce qui a généré le plus de clics? Ça c'est mieux que finalement les choix éditoriaux, alors c'est un peu dommage, mais c'est un peu la vie de la popularité. Et ce qui est au-dessus de tout ça, et c'est là je vais faire un peu de réclame pour ce qu'on fait, c'est de pouvoir mettre de la suggestion personnalisée dans le newsletter, c'est-à-dire qu'en fait chaque lecteur va recevoir des contenus, une sélection de contenus qui va être différente et qui dépend en fait de ce qu'il a déjà fait sur le site précédemment. Donc ça c'est au-dessus de plus populaire et c'est au-dessus de tout le reste. C'est pas forcément toujours idéal parce que justement ça va pas prendre en compte des contextes éditoriaux par exemple. Mais par contre, en termes de perf, c'est ça qui va être le plus percutant. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, ce qu'on constate, c'est que suggestion personnalisée, ça fait 2 fois plus de clics que contenu proposé dans l'ordre antéchronologique, donc une augmentation de 100%, on va dire. Alors que via versus du plus populaire, on est plus à du plus 50%. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de différence de performance qu'on peut avoir avec ces différents modes d'automatisation. Alors, juste quand on veut générer du trafic, le mieux c'est vraiment, si vraiment on n'a pas du tout envie de s'en occuper, automatiser les newsletters par suggestion personnalisée, en envoyer le plus possible, entre guillemets, sans saouler nos utilisateurs, pour faire venir un maximum de trafic en provenance de ces mails. Alors, en termes de format, là c'est un autre exemple. C'est un exemple qu'on retrouve assez souvent chez nos clients. Ça par exemple c'est une newsletter du matin, mais bon le soir c'est à peu près le même format. Alors ce qu'on fait c'est que on met beaucoup de suggestions personnalisées. Alors des articles on peut en mettre pas mal. Et par contre le premier article on va faire une reprise de la home. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que la suggestion personnalisée elle présente un certain nombre de risques. C'est-à-dire que comme ça va être automatisé, comme chaque personne va recevoir une sélection de contenu qui va être différente, on peut tout à fait tomber complètement à côté de l'actualité. Donc, c'est-à-dire, il y a un drame terrible en France, imaginons un attentat, et puis on va ouvrir sur un sujet people. Voilà, donc, du coup, pour l'image de marque du média, c'est vraiment pas terrible. Donc, comment on fait pour pallier ce type de défaut? On va mélanger de la reprise de home, on va mélanger des choix éditoriaux avec des choix algorithmiques. Ça, c'est un use case qu'on retrouve très souvent en hard news. On a plusieurs clients de ce type-là et on travaille plutôt comme ça. Alors, on arrive sur le deuxième volet de à quoi ça sert les newsletters. Et là, on va parler un peu des newsletters. Elles sont là aussi pour faire en sorte de convaincre les visiteurs sur notre site média de s'abonner. Alors, on a trouvé quelques contenus qu'on peut trouver sur les médias qu'on connaît tous, hein, qui parlent de nous-mêmes, les médias, sur des expériences qui ont été faites et des chiffres qui ont été donnés par certains de vos collègues médias sur quelle est la relation entre l'abonnement et la newsletter. Et les chiffres sont assez incroyables. Donc, le premier exemple, là, c'est Seattle Times. Donc, lui, il a mesuré qu'un visiteur il a 25 fois plus de chances de s'abonner s'il vient d'une newsletter que s'il vient de Facebook. On a un autre exemple. Si vous êtes intéressé par les liens des articles, je vous les donnerai. Hein. Là, c'est Wired. Pareil, même type de chiffres. 12 fois plus de chances de convertir un visiteur qui vient d'une newsletter que quelqu'un qui vient de Facebook, et même 19 fois par rapport à Google. C'est-à-dire que ce trafic newsletter,
c'est vraiment là où on va aller chercher nos futurs abonnés. Beaucoup plus que les gens qui viennent, on va dire, un peu par hasard depuis les réseaux sociaux et d'autres distributeurs de contenu. Alors là, c'est mon deuxième graphique tout à fait incroyable de la matinée. Donc c'est un tunnel de conversion. Donc c'est là, en fait, c'est pas parce qu'on a des médias qu'on ne fait pas du marketing, c'est vraiment, en fait, on est dans un tunnel de conversion, on a de l'audience qui rentre. Alors en fait, ce qu'on va vouloir chercher à faire, c'est de l'accrocher quelque part. Alors souvent, ça va être de leur demander l'identification, de leur demander peut-être de télécharger une application, ce genre de choses. On va essayer de demander de s'engager un petit peu. Bon, nous, on est dans le cas newsletter, mais on peut vraiment voir les choses comme ça. Le trafic arrive, on essaie de se débrouiller pour qu'il s'inscrive à une newsletter. Une fois qu'il a une newsletter, on va le nourrir, on va le couver. C'est vraiment du lead nurturing, hein, comme disent les marketeurs, jusqu'à ce qu'il paye. Donc c'est un peu ça, nous, c'est un peu aussi le sens du rapprochement qu'on a avec Alessandro, c'est que maintenant on a tous les outils pour justement gérer ce tunnel de conversion. Donc inscription, on envoie les newsletters, on les fait payer, on gère l'abonnement. Donc c'est vraiment tout ce tunnel qu'on va essayer de maîtriser. Alors ce que je ne sais pas exactement, c'est effectivement dans ce tunnel-là, est-ce que l'inscription newsletter elle est obligatoire ou pas? Oui, en fait c'est vraiment là qu'on va avoir vraiment les meilleurs utilisateurs, ces inscrits newsletters. Est-ce qu'il est meilleur que quelqu'un qui s'est identifié qui s'est créé un compte? Est-ce qu'il est meilleur que celui qui a téléchargé une application? Là, on n'a pas tout à fait les chiffres. Donc, on va rester basé sur la newsletter. Alors, quand on veut générer de l'abonnement, le concept newsletter, il peut être quand même assez différent. Hein. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on a vu un cas TF1 Info, mais on a su le même cas chez 20 minutes, qu'on est sur des gratuits. Voilà, là, vraiment, on va chercher à faire du trafic. Là, quand on va vouloir chercher à générer de l'abonnement, comme le cas du Parisien, par exemple ici, ce qu'on veut faire, c'est montrer notre savoir-faire journalistique. C'est montrer quelle est toute la valeur ajoutée des contenus qu'on peut proposer, des plumes qu'on peut mettre dans les newsletters et dans les articles. Et à ce moment-là, on peut être sur des formats beaucoup plus éditoriaux. Donc là, c'est le cas chez le Parisien, où ils ont effectivement ils ont développé une très très grosse stratégie newsletter très éditorialisée, où on va retrouver des rendez-vous qui vont être quotidiens ou hebdomadaires. Là, par exemple, la liste des envies, c'est une newsletter lifestyle, sortie, etc. Très écrite. Et ce qu'on va regarder comme KPI, cette fois, c'est pas le taux de clic ou le taux de visite généré, ça va vraiment être le taux d'ouverture. À quel point on arrive à créer un rendez-vous autour de ces newsletters-là, de manière à ce qu'à partir d'un moment, la frustration de ne pas pouvoir accéder au contenu derrière la newsletter nous convainque de nous abonner. Bon, on peut passer à la suite, je pense. Ouais. Alors là, j'ai un peu moins de chiffres. Donc j'ai juste quelques contenus, mais la newsletter pour conserver les abonnés, on sait, certains médias ont communiqué là-dessus, qu'effectivement, un abonné qui va être inscrit à un certain nombre de newsletters et qui est actif à un certain nombre de ces newsletters, actif, c'est-à-dire qu'il ouvre ou qu'il clique dans les newsletters, c'est un abonné qu'on a beaucoup plus de chances de conserver qu'un abonné qui ne va pas comme ça recevoir dans sa boîte de réception tout ce qu'on sait faire, montrer tout notre savoir-faire à travers la newsletter. Là, il y a un petit exemple qui a été donné par Sunday Times, alors qu'on fait une expérience de newsletter personnalisé. C'est tout à fait le type de projet qu'on peut proposer. Ils se sont rendus compte que des utilisateurs exposés à une newsletter personnalisée, ils ont 49% de chances de moins de se désabonner qu'un utilisateur qui ne va pas être exposé à ce type de newsletter. Donc c'est vraiment crucial. Et quand on regarde ces taux de churn de désabonnement, je sais qu'ils sont quand même assez élevés dans les médias, faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a bien nourri nos abonnés, est-ce qu'on les a bien nourris par ces systèmes-là de newsletters, de rendez-vous, etc. Et souvent la clé de la conservation, elle va passer là-dedans. Vas-y. Non, j'ajoute, j'enrichis en disant que la promesse des valeurs de l'offre
donc de l'offre de l'abonnement numérique ou de l'abonnement hybride, etc., va avec un contenu envoyé après de manière personnalisée, les soirs, les matins. Ça fait partie de l'abonnement. Donc ce type de démarche aide le churn à ne pas churner trop souvent, mais surtout ça fait partie de la promesse. Donc c'est aussi une manière de revoir l'offre de manière plus globale, l'offre éditoriale et l'offre donc premium de manière plus globale. Ça va dans ce sens-là. Hein. Oui, tout à fait. Alors après, les systèmes de newsletters réservés aux abonnés, etc., j'ai pas d'avis. Je ne sais pas si tu en as toi, mais en fait, c'est assez difficile à mesurer. Enfin, ce qui est difficile pour nous, qui sommes des prestataires de logiciels, c'est de pouvoir avoir ce long terme sur 1 an, 2 ans, 3 ans de données pour savoir si effectivement le fait d'avoir mis en place une newsletter réservée à abonnés fait gagner en taux de churn. C'est toujours un peu difficile à évaluer parce que c'est des données qu'on doit avoir sur le long terme. Donc c'est pas forcément facile à obtenir. Alors, on a vu tous les use cases newsletter, on va dire enfin, en tout cas, pourquoi on en fait. Hein, on veut faire du trafic, on veut générer de l'abonnement, on veut conserver nos abonnés. Donc, à partir du moment où on estime que cet asset newsletter il est crucial dans tous ces enjeux-là, bah, il est hyper important de venir chercher à optimiser ce canal email et pour en tirer vraiment le meilleur parti. Alors optimiser ces newsletters, en fait, on va se poser plein de questions. On va se dire à quelle heure je dois les envoyer, combien je dois mettre de contenu. En termes d'objet du mail, hein, c'est vraiment le petite chose qu'on voit dans la boîte de réception. Comment je dois le faire? Est-ce qu'il doit être drôle? Est-ce qu'il doit être automatique? Est-ce qu'il doit être au contraire factuel? Est-ce que je me pose des questions sur le format? Est-ce que je dois mettre des call to action, des gros boutons pour que les gens cliquent dans ma newsletter ou pas? Est-ce que mon bouton il doit être rouge? Est-ce qu'il doit être vert? Est-ce qu'il doit être jaune? Voilà. Donc, toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions qu'on va se poser pour optimiser nos newsletters. Et moi, j'ai qu'une seule réponse là-dessus. Ça se teste. Voilà. Donc, en fait, on se pose des questions. Souvent, on a des intuitions. Souvent, elles sont bonnes. Des fois, elles sont mauvaises. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est des tests AB. Donc un test AB, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va confronter 2 versions ici, on va parler de newsletter, 2 versions de newsletter, et on va comparer les chiffres pour savoir quel est le meilleur. Est-ce que je devais effectivement mettre 8 contenus ou 10 contenus de newsletter? Est-ce que mon objet il devait être plutôt drôle ou plutôt factuel? Ça, on peut le mesurer, et ça, pour le coup, c'est des mesures qui sont assez simples à faire. Alors, mais par contre, qu'est-ce qu'on va mesurer? Alors, histoire qu'on se mette d'accord sur les KPI newsletter, il y a le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, c'est combien de personnes ont ouvert ma newsletter divisé par le nombre de newsletters que j'ai envoyés. Donc j'obtiens un pourcentage. Alors le taux d'ouverture, il est très bien. Par contre, il présente un défaut depuis quelques années, c'est qu'il est assez incertain. En fait, en effet, depuis 2021, Apple et donc son écosystème, que ce soit mail, surtout mail, l'appli mail, que ce soit sur Mac ou sur iOS, nous fait une petite vacherie, c'est qu'en fait, ils ouvrent les emails côté serveur, justement pour rendre l'ouverture intraçable pour des gens comme nous. Donc en fait, on a l'impression que les gens ouvrent, mais on n'est pas sûr qu'ils ont vraiment regardé la newsletter. Donc nous, sur notre logiciel, on donne une estimation qui est à peu près exacte, mais qui comporte ces incertitudes-là. Le deuxième taux... Alors le taux d'ouverture, juste, je reviens. Le taux d'ouverture, qu'est-ce qu'il va signifier? Le taux d'ouverture, c'est vraiment, est-ce que ma base de contact a envie de recevoir mon mail? Donc plus il est haut, plus on va estimer qu'il a envie de le recevoir. Et on va le surveiller aussi sur la durée, savoir s'il y a de l'usure, savoir si le taux baisse, monte, etc. Donc ça permet aussi de réajuster un peu sa proposition. Le taux de réactivité, alors là c'est vraiment un taux de... la personne elle a ouvert le mail, est-ce qu'elle va cliquer dedans ou pas? Alors quand on veut générer du trafic, ça c'est ce qu'on va regarder de très près. C'est est-ce que ma newsletter elle est suffisamment sexy, avec le bon contenu, etc. pour que les gens ils aient envie d'aller plus loin et d'aller retourner sur le site et l'application. Quand on fait une newsletter qui est là qui est presque un produit à part entière, un peu comme les newsletters éditorialisés que je vous ai montré tout à l'heure, le taux de réactivité nous
nous intéresse beaucoup moins. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens ouvrent. Alors, le taux de clic, j'ai mis un S, ça aurait peut-être pas dû. Le taux de clic, alors c'est, bon, pour les matheux, c'est le taux d'ouverture multiplié par taux de réactivité. En fait, c'est vraiment combien de gens vont cliquer dans mon newsletter parmi ceux à qui je l'aurais envoyé. Donc c'est aussi c'est un taux qui va un peu regrouper en quelque sorte le taux d'ouverture et le taux de réactivité. Ça nous donne vraiment, ça c'est le taux qu'on va vraiment regarder quand on veut générer du trafic, parce que finalement c'est le taux de visite qu'on va générer, c'est le nombre de visites qu'on va générer sur le site. Évidemment, il faut regarder le taux des inscriptions. Donc, petit chiffre, si jamais il est supérieur à 0,1%, c'est pas bon signe. Donc, normalement, un taux d'inscription doit être faible. Alors, il peut être élevé en début de production. Imaginons, vous avez des utilisateurs qui ont un consentement pour une newsletter, mais ça fait par exemple 6 mois que vous ne l'aurez pas envoyé, et vous dites bon, je vais renvoyer une newsletter. Là, votre taux d'inscription, s'il dépasse 0,1%, c'est normal. Voilà, vous avez ressollicité une base qui n'était pas forcément au courant qu'elle avait donné son consentement à un moment donné. Le taux d'inscription peut atteindre 0,5, voire 1%. Mais si c'est supérieur, de manière générale, si votre taux d'inscription est supérieur à 0,1%, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Alors, il y a d'autres types de performances qu'on peut regarder. Alors, nous, on peut un peu moins les voir, parce que c'est vraiment des données qui vont être internes à vous, c'est vraiment des données business. C'est-à-dire, là, je vous ai parlé des taux bruts, un peu, qu'on va constater sur chaque campagne newsletter. Là, c'est vraiment des taux business. Alors ça, c'est intéressant à regarder. Et si on peut les A/B tester, c'est top aussi. C'est savoir quel est le pourcentage de vente qu'on va générer depuis une newsletter, quel est mon taux de conversion en abonnés depuis tel ou tel type de format que je vais produire. Est-ce que ma matinale, elle convertit mieux que ma sport, etc., etc. Donc ça, c'est... Stéphane, je dis juste, effectivement, c'est un taux interne que vous connaissez. Donc à vous de tracer cette information. Après, dans le moment que vous utilisez la suite logicielle, ce sont des informations que nous, on arrive à remonter. Savoir qu'on arrive via DataWall, on s'inscrit à la newsletter, on s'abonne via le paywall de notre suite, ça descend dans la base abonnée, on a un tracking du comportement, on arrive à reprendre l'origine, l'ID de la campagne et vous dire quelle campagne newsletter a transformé le mieux en abonné. Exact. Mais c'est vrai, il n'y a pas d'obligation, mais c'est mieux d'utiliser toute la suite. Autre chose qu'on peut regarder, c'est aussi le taux de churn. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Alors, la conservation d'abonnés, elle est de temps en temps même presque plus cruciale que l'acquisition. Donc c'est intéressant de regarder quel est le lien entre mes abonnés qui s'en vont, est-ce qu'ils étaient actifs sur les newsletters, est-ce qu'ils étaient inscrits tout simplement, et pour voilà, rétablir, éventuellement faire en sorte, peut-être dans la tunnel d'inscription, de plus ou moins les forcer à s'inscrire, parce que si on se rend compte qu'effectivement c'est un des axes majeurs de conservation, donc c'est intéressant toujours de regarder ce type de chiffres aussi. Churn, c'est un vilain terme anglais pour dire les gens qui s'en vont. Attrition. Je sais pas comment dire en France. Taux de attrition, non ouais. Taux de désabonnement. C'est le taux de désabonnement. Et ensuite, on peut aussi optimiser la monétisation. Ça, voilà, donc du coup, donc la monétisation, ça va vraiment être quelles sont les performances de mes emplacements publicitaires à l'intérieur des newsletters, notamment, qu'on peut challenger, tester et optimiser. On peut, par exemple, comparer deux prestataires d'AdTech, et tout ça, on peut le faire par test A/B aussi. Ah oui, alors j'arrive au moment où je vais vous donner des petits trucs et astuces sur l'optimisation des newsletters. Et nous, sur nos 12 années d'expérience d'A/B testing et d'optimisation, et est-ce qu'on a retenu des grandes leçons ou pas?
Alors il y a une question que souvent nos clients se posent, c'est la question de l'heure ou du jour d'envoi. Alors déjà, il n'y a pas de vérité absolue. Et souvent, alors moi j'ai déjà entendu des gens du marketing qui disent ouais, il faut envoyer le mardi à midi. Pourquoi pas. Mais alors, il se trouve que j'ai regardé les chiffres, c'est vrai, mais vraiment la différence les pourcentages de gains, ils sont vraiment petits. Donc il n'y a pas vraiment de gros gains à attendre. Si vous vous posez la question entre est-ce que j'envoie ma newsletter du matin à 6h du matin ou à 8h du matin, on a fait plein de tests, il n'y a rien de vraiment saillant sur les heures d'envoi ou les jours d'envoi. C'est plus en fait, donc du coup on peut faire confiance à son intuition et à ce qu'on estime que nos utilisateurs préfèrent avoir. Au final, ça n'a pas grande importance. Alors j'entends aussi souvent, alors il y a certains prestataires justement d'email marketing qui le font, c'est l'optimisation personnalisée de l'ordre d'envoi, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder à quel moment les gens ils ont l'habitude d'ouvrir la newsletter et on va essayer de leur envoyer à ce moment-là. Donc ce qui fait qu'on peut étaler en fait une campagne surtout sur une planche horaire, disons entre 6h du matin et 10h du matin pour une matinale. Alors dans le cas des news, des médias, il y a un petit problème, c'est que il y a une temporalité qui est différente. Donc si jamais on envoie un newsletter à 6h du matin, celle de 10h, ça se trouve, elle sera peut-être un petit peu obsolète si jamais l'actualité a avancé. Donc ça, bon, c'est un souci. Et après, nous, on a fait des tests, parce qu'on s'est demandé à un moment donné si on ne devait pas implémenter cette fonctionnalité. On a fait des POC avec 20 minutes à l'époque. Donc POC, proof de concept, on a essayé de tenter de faire cette chose-là. Et on n'a pas obtenu une super augmentation de performance. Donc pareil, pour moi, c'est pas très crucial. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas eu d'infos parce que du coup, pour l'instant, il n'y a rien optimisé. Alors, les contenus. Alors, il y a un truc qui est un peu antinaturel, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est que si on met plus on met de contenu, plus on va augmenter le taux de clic. Alors, j'imagine qu'il y a une limite, hein, parce que peut-être qu'entre 150 et 160 contenus, on voit plus de différence. Mais en fait, si on veut générer du trafic, il ne faut pas hésiter, en fait, faut en mettre, on peut y aller. Voilà, en fait, ça va générer plus de possibilités de clics. Et là, on peut avoir des augmentations de taux de clic qui sont là un petit peu plus significatives que sur les heures d'envoi, etc. Alors même si, vous savez, Gmail coupe les mails à un moment donné s'ils sont trop longs. Je ne sais pas ceux qui disent Gmail. Donc même si ça se fait cutter par Gmail, mettre plus de contenu, ça va générer plus de taux de clic. Voilà. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, autre truc qu'on a remarqué, on a pas mal de nos clients qui produisent des vidéos qui veulent les mettre en avant. Donc ils ont souvent envie de faire dans les newsletters un bel encart, la vidéo de la semaine, ou des call to action à regarder sur notre site, etc. Alors nous on a remarqué un truc, c'est que mettre des vidéos c'est bien, mais si on le dit, il y aura moins de clics dessus que si on le dit pas. Donc si, en fait, à partir du moment où on va dire que, attention, c'est une vidéo, en fait, bon, moi, tout ce qu'on a vu, c'est que le taux de clic baissait. Moi, mon hypothèse personnelle, c'est que on n'a pas forcément envie de voir une vidéo quand on est dans un contexte newsletter. Donc, je sais qu'il y a des enjeux publicitaires et tout derrière, mais peut-être dans les newsletters, soit pas mettre de vidéo, soit si on en met, pas forcément le dire, en fait. Voilà, ça va juste faire venir les gens plus facilement sur le contenu. C'est un peu pareil pour les contenus payants. Alors quand on a des contenus payants et qu'on met le petit logo attention c'est du premium, en fait ça va faire baisser mécaniquement le taux de clic sur les articles. Et parce que les gens ils diront non, je vais encore être frustré, alors surtout pour les abonnés, pour les non-abonnés. Et du coup, rien n'empêche de les mettre quand même, mais pas mettre la petite pastille. Pas mettre la pastille de la newsletter. On arrive sous l'article. Peut-être la première visite est ouverte, il continue à naviguer et on bloque. Alors après, effectivement, vu que maintenant il y a une suite logicielle complète, effectivement, autant pas le dire et ensuite essayer d'attraper la personne de manière différente une fois sur le site.
effectivement lui offrir un ou deux contenus, enfin faire en sorte voilà, de la faire venir petit à petit. Alors, sur le style de la newsletter, vraiment les couleurs de boutons, les polices, etc. Là, il y a vraiment, moi des fois j'ai l'intuition de ce qui va marcher, ce qui va marcher, mais je me trompe parfois. Donc là, vraiment, l'A/B testing, là, il est vraiment important. Et on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises. Nous, ça nous arrive plus d'une fois d'avoir des clients qui avaient des newsletters absolument dégueulasses, voilà, des trucs qui n'avaient pas été revus depuis des années et des années. Et quand on fait une refonte graphique, on fait un truc joli, vraiment à la mode du jour, et ben on a les performances qui baissent. Voilà, donc il y a vraiment ce type de surprise qu'on peut avoir. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est à chaque fois qu'on fait une refonte, on teste, si jamais on a plusieurs newsletters, on teste d'abord la refonte sur la plus petite. On voit s'il n'y a pas trop de baisse significative des performances sur la plus petite des newsletters, celle qui a le moins d'abonnés. Et ensuite, on déploie le nouveau style sur le reste des newsletters. Alors, il y a un autre truc très bête. Quand vous générez du trafic, mettez des boutons lire plus, découvrir, etc. Ça aussi, ça augmente le taux de clic. Donc, et les boutons, ça marche mieux. Les boutons, ça marche mieux. Je répète, hein, les boutons marchent mieux qu'un souligné. Ouais, les boutons marchent mieux qu'un souligné. Ne rien mettre marche un peu moins bien. Alors c'est pas non plus, on va pas gagner 100% de performance, mais on gagne un petit peu quand même. Et comme on va, en fait, si on est d'accord avec les enjeux que j'ai annoncés au début, aller gratter quelques petits pourcents de performance à chaque fois, bah ça prend pas beaucoup de temps parce qu'en fait, notre logiciel le fait, mais d'autres logiciels le font aussi, hein, de l'A/B testing. C'est assez facile à mettre en place, et puis on va aller gratter comme ça de la perf. Si on veut générer du trafic aussi, quand on présente un article, donc titre, chapeau, image, etc., si on ne met pas le chapeau, ça va plus cliquer. Donc pareil, hein, on a juste le titre, en fait la personne veut en savoir plus, elle n'a pas le début de texte qui fait qu'éventuellement elle serait suffisamment nourrie par cette description, et donc du coup elle va plus venir sur le site. Alors là, j'arrive sur le point dur. Donc là, ça y est, c'est vraiment là où on peut vraiment avoir le plus gros gain de performance quand on va essayer d'optimiser ces newsletters, c'est le travail de l'objet. Donc l'objet de la newsletter, c'est vraiment le petit titre de la newsletter que vous voyez dans la boîte de réception. Ah d'ailleurs, je voulais vous dire un truc, c'est que même si les gens n'ouvrent pas votre newsletter, en fait, ils vont quand même la voir dans la boîte de réception, hein. Donc c'est toujours intéressant, même si les gens n'ouvrent pas, d'avoir de la présence en fait. Les gens ils se souviennent de nous, hein. Je suis sûr que tout le monde est abonné ici à des newsletters qui n'ouvrent jamais, mais en fait la marque ils la connaissent. Vous voyez, donc il y a un petit effet en plus, voilà, qui est difficile à mesurer, mais voilà. Alors les objets, alors ça permet des améliorations vraiment très significatives. Donc c'est vraiment, on peut aller vraiment aller chercher de la grosse performance en travaillant les objets. Alors comme tout à l'heure j'ai fait un petit top de quels sont les meilleurs objets et quels sont les plus nuls. On va commencer par le plus nul. Alors l'objet fixe. Donc ça, c'est l'objet le plus nul. C'est l'objet qui est toujours le même. J'espère que plus personne ne fait ça, hein. Donc Qui fait ça? Oh non, lui. Votre newsletter du 4 décembre. Ou alors la matinale. Ou voilà, ce genre de choses. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça ne donne pas envie d'ouvrir. Et ça, c'est des objets qui sont assez mauvais. Alors, un peu mieux. Alors ça, souvent, on fait ça quand on automatise les newsletters. On fait un objet qui va reprendre le titre d'un article. Comme ça, on reprend automatiquement le titre d'un article, on le met dans le newsletter, et puis on peut mettre aujourd'hui, 2 points. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La mention de censure va être votée aujourd'hui. Donc le premier article. Donc là au moins les personnes savent ce qu'ils vont retrouver dans la newsletter, en tout cas un des titres, et ça peut potentiellement encourager l'ouverture. Donc ça va vraiment augmenter. C'est vraiment significatif, hein, entre les deux, hein. C'est vraiment beaucoup mieux, hein.
Alors, encore mieux que ça, mais bon, pour ça, il faut disposer d'un logiciel qui sait faire de la suggestion personnalisée comme le nôtre. Donc, c'est un article qui va reprendre, pareil, un objet qui va reprendre un type d'article. Et ça, cette fois, on va aller piocher dans un article qui a été suggéré à l'utilisateur. Donc, du coup, un article, a priori, qui va l'intéresser plus qu'un article qui sera le même pour tout le monde. Donc là, pareil, on va faire mieux. Hein. Donc là, entre les deux, on fait à peu près plus 10% en ouverture. Pas plus 10 points, hein, plus 10%. Donc on passe de 20 à 22, par exemple. Et ensuite, alors bon, bah, ça, c'est le top. Mais alors ça dépend des éditeurs. C'est un objet qui est travaillé par un éditeur malin, j'ai mis entre parenthèses. C'est-à-dire vraiment des techniques, de titrail, en fait, hein, d'éditeurs, qui vont donner envie d'ouvrir. Donc à l'extrême, ça va être des trucs à la BuzzFeed, hein, vraiment découvrez les 3 raisons pour lesquelles la motion de censure va être votée aujourd'hui. La deuxième va vous est donnée. Donc ça, ce type-là, alors c'est difficile de se comparer, mais si on est face à un éditeur malin, on sera mieux que le deuxième. Donc là, c'est vraiment, ça peut vraiment être très, très puissant. Donc moi, si j'ai qu'un conseil à donner, si jamais il y a on ne veut pas automatiser, enfin, un utilisateur peut être quasiment totalement automatique, mais s'il y a un éditeur humain qui doit intervenir à un moment donné, c'est sur l'objet. C'est là, quelqu'un qui se pose 10 minutes, qui réfléchit à ce qui pourrait marcher et qui prépare l'objet, et là, il y a vraiment un gain. Alors, petit exemple sur le logiciel Pure Marketing Suite, sur comment c'est fait les tests AB. Vous voyez là, c'était... alors ça, c'est la croix c'est la newsletter culture, donc c'est une hebdo. On a fait 2 versions, et la différence, c'est juste sur l'objet, ici. Donc dans un cas, on a mis Title 1, donc c'est le titre du premier article. Et dans le deuxième cas, on a mis Title 4, c'est le titre du 4e article. Alors, il faut savoir que le 4e article, lui, est piloté par suggestion personnalisée. Et le premier est piloté par flux RSS avec flash de homepage, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, nous, on va montrer ensuite les résultats sur les différences qu'on va observer. Alors, on a des cours parce que du coup, on va pouvoir suivre les tests en fait, sur plusieurs campagnes. Vous voyez qu'en termes d'ouverture, bon, la différence n'est pas dingue. Mais par contre, en termes de réactivité, on a vraiment des uplifts qui sont très intéressants. Donc sur une petite variation, en fait. Hein, vous voyez, et si on commence à accumuler des petites variations comme ça, en fait, on peut vraiment aller gratter de la performance petit à petit. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur un A/B test ? Déjà, c'est à quel point elle est meilleure. Vous voyez ici, on dit elle est meilleure de 14%, hein, donc on a une 15% d'augmentation sur le taux de réactivité. Il faut regarder le taux de confiance. Donc ça, c'est souvent des choses qui sont données par tout ce qui propose de l'A/B test. Le taux de confiance sur un A/B test, c'est une valeur statistique qui va donner à quel point on peut faire confiance au test. L'échantillon. Ouais, les statisticiens appellent ça une p-value. Ça signifie que ça dépend de la grandeur de l'échantillon et de la différence de performance entre les versions. Alors, il y a un truc qui est très spécifique aux médias, alors que nous, on a remarqué, c'est que les A/B tests, il faut les faire tourner sur plusieurs campagnes. En fait, il peut y avoir un effet ou un biais ou un effet de bord qui est lié à l'actualité et qui peut retourner les tests. Donc ça, nous, on l'a vu plusieurs fois. Alors qu'on peut avoir des taux de confiance à 99,99999, ça peut se retourner d'une semaine sur l'autre. Donc ça, c'est assez étonnant. Donc nous, on recommande de les maintenir 2, 3, 4 campagnes pour être un peu plus sûr de nous. On a vu comment, pourquoi on faisait des newsletters. Oui, Stéphane, il nous reste une dizaine de minutes. Ah, c'est tout ? Donc finalement, c'était une très belle présentation, assez de contenu. Je pense qu'il y aura peut-être quelques questions. Bien évidemment, la démo, nous, on est disponible au stand 21 pour avoir une démo. Là, peut-être en 5 minutes, on termine les slides et en 5 minutes, on voit s'il y a des questions. Hein. Développement de gamme de newsletters, du coup, je ne vais pas trop en parler parce qu'on va arriver sur la suite. Je vous passerai les slides si vous êtes intéressés. Hein.
On va parler d'acquisition des contacts parce que là, du coup, là, on reboucle avec ce que faisait Alessandro avant qu'on se marie. Donc, nous, maintenant, on fait ensemble. C'est comment on fait pour acquérir des nouveaux contacts à ces newsletters. On a vu que c'était important d'en faire. On sait quoi faire, on sait les optimiser. Il faut qu'il y ait des gens qui rentrent, qui s'inscrivent. Je parle d'abord d'acquisition payante. C'est juste pour vous donner un peu un ordre de tarif, en fait. C'est pour ça que je fais ça. Je sais que par exemple le module Facebook d'inscription newsletter, les quelques clients qui m'ont partagé leurs chiffres m'ont dit que ça leur coûtait 40 centimes l'adresse à peu près. Donc mon conseil, c'est plutôt de venir les chercher directement là où ils sont, c'est-à-dire c'est vos visiteurs. C'est vos visiteurs qu'il faut convertir en inscrits newsletter. Oui, ce qu'on appelle de la collecte organique, hein, comme du trafic. Et là, c'est un exemple d'un data wall bloqué sur un certain nombre de visites sur la Gazette de Montpellier. Donc l'internaute visite, fait une fréquence de visite, et au bout d'un certain nombre d'articles, idéalement gratuits, hein, on ne touche jamais les articles premium. Hein. L'article premium, je vous rappelle, doit rester, hein, si vous avez une politique freemium, votre pression commerciale. Ça doit être votre ardoise où vous affichez les offres, et à tout moment, l'article premium doit renvoyer vers des offres d'achat. Rarement, on ouvre des articles premium, peut-être pendant des campagnes des portes ouvertes, hein, qu'on voit de plus en plus chaque année. Mais c'est sur les articles gratuits qu'on va on va essayer de faire de la collecte des données. Ah non, j'avais encore un super graphique. Du coup, nous, ce qu'on fait avec Alessandro, c'est que du coup, il y a la boucle complète. Hein, c'est-à-dire, en fait, on fait de l'acquisition de contacts sur vos sites, sur vos applications. Ça se transforme en base de contacts qui se convertissent en newsletters, qui vont se convertir en trafic ou en génération d'abonnements ou en engagement. Donc, et tout le processus peut être entièrement automatisé et entièrement A/B testable. Alors on peut aussi acquérir des newsletters, des gens à inscrire à des newsletters directement dans ces newsletters aussi qu'on a. Donc soit on va les inviter en fond newsletter à s'inscrire à d'autres newsletters, ou alors là dans le cas Public Sénat, donc c'est un de nos clients aussi, ils avaient une hebdo, on a décidé de faire une quotidienne automatique. On a envoyé un mail à tous les gens qui étaient abonnés à l'hebdo pour leur proposer de s'abonner. Donc nous pareil, on a un système de conversion en un clic. Hein. Dès que ça clique sur je m'abonne à la newsletter quotidienne, hop, terminé, le mec est abonné. Les systèmes d'acquisition, donc Alessandro va en parler, mais pareil, tout ça, ça s'A/B teste. Donc dans notre suite logicielle, l'A/B testing, il est partout. Hein. C'est-à-dire qu'on va aller optimiser l'acquisition, la production. Voilà, donc c'est vraiment le même message que tout à l'heure. Toutes les questions qu'on se pose, en fait, posons-les directement au logiciel et demandons-lui un A/B test pour savoir quelle est la meilleure chose à faire. Petit dernier truc sur vos bases de contacts. Donc on voit acquérir les contacts, c'est pas si facile. Hein. Vous voyez, l'ordre de prix, c'est 40 centimes le contact. Donc ça, c'est ce qu'on peut acheter. Si on veut pas payer ça, il faut travailler un petit peu, hein, faut optimiser, il faut imaginer des formats. Donc une chose qui est pas mal aussi, c'est de dire, en fait, tous nos contacts inactifs, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les récupérer? Donc un contact inactif, c'est quelqu'un qui n'a pas ouvert une newsletter depuis 1 an, qui n'a pas cliqué dans une newsletter depuis 2 ans. Ces gens-là, ils sont toujours inscrits, mais en fait, on leur envoie plus d'emails en général. Et donc ce qu'on peut faire, c'est de les réactiver. Alors là, je ne veux pas vous donner trop d'espoir. Donc nous, chez nous, on a un système de campagne de réactivation. On n'a jamais vu une récupération de plus de 5% d'une base. Donc si vous avez 100 000 inactifs, si vous en récupérez 5 000, on est très content. Mais 5 000 fois 40 centimes, voilà, on peut toujours faire le parallèle avec ce type de prix. Bon, on parle d'argent. Donc, comment monétiser une newsletter? Il y a 3 manières de faire. Donc, soit on met ses propres pubs avec sa régie qui vend ses emplacements. On fait confiance à une ad tech. Et après, il y a plein d'autres choses à faire. Évidemment, on peut vendre du merchandising sur sa newsletter. On peut mettre de l'affiliation. Donc, ça, on a des clients qui font ça. Ça marche plutôt pas mal. Alors, ça dépend évidemment de vos types de contenu. Sur
la monétisation native, nous ce qu'on voit, et ce que je trouve un peu dommage, alors c'est pas du tout le cas en B2B, hein, en média B2B, là l'emplacement newsletter c'est vraiment le meilleur emplacement qu'on peut proposer à la vente, hein, quasiment. Par contre en média B2C, nous ce qu'on voit c'est que c'est un peu le parent pauvre hein, quand même. Alors que si on regarde concrètement ces ouvertures newsletter, souvent ça peut représenter 10, 15, 20% de ces pages vues. Donc et l'emplacement il est quand même pas dégueulasse, hein. C'est vraiment un emplacement qui est quand même assez premium. Mais je trouve que c'est plutôt mal vendu. Mais bon là j'ai pas vraiment de solution. Donc ce qu'on voit comme format, bon bah ça, je reprends rien à personne, hein. Donc des bandeaux, des publics rédactionnels. Donc ça on voit ça souvent dans des newsletters qui sont un peu natives. Là c'est Time to Sign Off par exemple, là, je crois. Du sponsoring. Alors sponsoring, vraiment le sponsoring newsletter, ça je l'ai pas vu souvent. C'est vraiment dans des contextes un peu de lobbying hein, que je le vois. Donc là clairement dans Politico, je l'ai vu chez Euronews. Je ne sais pas s'il y a un marché où c'est possible de faire sponsoriser ce newsletter matinal un peu généraliste par Nestlé ou quelque chose comme ça. C'est un vrai défi de régie. Mais par contre, c'est assez rémunérateur. Alors si on parle des ad tech, donc vous avez déjà dû voir ce genre de choses. Je ne sais pas s'ils sont là, je ne les ai pas vus. Donc les gens de PowerSpace ou d'Evidence ou de Passendo. Donc c'est des modèles de revenus partagés, hein, c'est des modèles un peu comme tout, ils font toujours les ad tech, hein, donc on partage l'argent. C'est des formats natifs souvent comme ça, et souvent ils sont débrayables pour qu'on puisse passer nos propres pubs. Donc ça peut servir aussi d'ad serveur interne. Par contre en termes de revenus, bon, c'est un peu toujours des chiffres qu'on a du mal à avoir, mais on est bien en dessous de 1 euro les 1000 ouvertures. Plutôt bien en dessous. Par contre, ne pas en mettre, ça peut être dommage de ne pas aller chercher quand même ce revenu-là. Surtout si on commence à avoir du volume en ouverture. Bon, bah, mine de rien, ça fait toujours un peu d'argent. Ah ben voilà, j'ai fini. Merci Stéphane. Très belle présentation. Hein. Je l'avais vu, hein. Mais là je l'ai vu en réel. 4 minutes, j'arrive tout de suite. Comment ça marche les logiciels? On installe un tag sous vos sites, on vous accompagne et ensuite on étudie avec vous la bonne stratégie, on reprend des templates mail, on étudie éventuellement aussi la partie data collect, wall. C'est un seul tag qui va faire tout le parcours, que ça va du wall jusqu'à la newsletter en engagement, jusqu'à la vente. Un back-office pour gérer tous ces parcours utilisateurs. Donc pour plus d'informations, stand 21, une question. Comment vous faites la personnalisation? Est-ce que vous utilisez rajouter des catégories sous forme de tag? Est-ce que vous utilisez un profil client? Comment vous faites la personnalisation? Alors de base, c'est de la personnalisation dite passive. Donc en fait, tous les moteurs de suggestion, ils fonctionnent sur des principes de similarité. Donc similarité entre contenus ou similarité entre utilisateurs. Nous, on utilise plus souvent la similarité entre utilisateurs, donc c'est plutôt des parcours utilisateurs similaires. C'est vraiment le mantra, ceux qui ont aimé ci ont aussi aimé ça. Vous voyez, c'est vraiment les gens qui ont un peu navigué comme moi, ils ont découvert des articles que je n'ai pas encore lus. C'est un peu ce principe-là qu'on va utiliser. Et on fait aussi des similarités entre contenus, donc c'est-à-dire les contenus auxquels j'ai été exposé. S'il y a des nouveaux contenus qui sont parus, qui ressemblent aux contenus auxquels j'ai déjà été exposé, on va aussi pouvoir essayer de les proposer. D'autres questions? Une question un peu longue durée, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on pensait que les newsletters étaient mortes. Là, elles sont toujours là. Et quelle est votre prédiction dans 5 ans? J'essaye. Vas-y. On fait de la prédiction maintenant avec de l'algorithmie. Je pense que le vrai tournant sous l'intérêt à nouveau de la newsletter, parce que a toujours existé, hein, dès qu'Internet, années 90, 2000, le vrai tournant a été avec la réglementation RGPD. En fait, on était spammés à une époque, tous. Dans le moment qu'on a commencé à bien travailler, donc finalement, voilà, la réglementation donne des contraintes, mais les contraintes, il y a très souvent, si on sait les regarder, des opportunités. Là, la newsletter, maintenant, est une opportunité. C'est des opt-in, des engagés. Donc pour moi, le tournant a été post-2018 environ.
2017-2018, quand vraiment les systèmes d'RGPD à niveau européen, etc., a été mis en place. Et on voit que l'avenir, maintenant, est aussi sur des modèles newsletters payantes. Donc vraiment un modèle, je ne sais pas qui connaît Substack ou des solutions de ce type, où on peut avoir sa ligne éditoriale uniquement sur newsletter. Un autre exemple, Kessel, pour qui connaît. Mais oui, non, l'email ne va pas mourir, moi je pense pas. Dernière question ou... Oui. Vous disiez que vous êtes capable de faire de la publication personnalisée. Est-ce que vous seriez capable de faire de l'envoi personnalisé quand l'abonné s'inscrit à la newsletter et dire moi je veux recevoir la newsletter le lundi à 10h ou le lundi à 11h ou le lundi à 7h? Alors on ne sait pas tout à fait faire ça. Alors il y a un petit, nous on a un petit souci là-dessus, c'est que en fait quand on envoie une campagne personnalisée, en fait 1 heure avant envoi, on va commencer à déployer des serveurs et à faire des calculs dans tous les sens. Et ces calculs on les fait pour tous les utilisateurs. Et donc c'est un coût de production. Et donc si on commence à avoir des gens qui veulent recevoir le newsletter un peu quand ils veulent, en fait le coût de production il explose. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, mais il faut être prêt à mettre de l'argent en face. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.